Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio Madame Dr Eva Sainz. Eva Sainz Diaz. Vous êtes chercheur arabe et vous êtes à présent en Égypte et on a eu cette occasion de vous attraper pendant votre court séjour pour profiter de vos connaissances sur notre région et nous donner votre opinion sur ce qui se passe dans cette région à l'heure actuelle. Mais auparavant, mesdames, messieurs, et comme d'habitude nous avons l'habitude de le faire, je vous propose un petit compte-rendu de Chérif Boussela. On se retrouve tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi 32 projets nationaux dans la cité Badr. Le plus important de ces projets s'avère celui du logement national, consacré essentiellement aux couches démonisées dans la société. Ce projet de logement économique a pour but de résoudre le problème de la hausse des prix des logements construits par des sociétés privées. Il est doté d'un réseau de services complet. Selon le ministre de l'Habitat, Mostafa Madbouli, 200 000 unités seront achevées le 30 juin. Le président Al-Sisi a par ailleurs inauguré à travers une vidéoconférence la route de la vallée de Natroun Al-Alamin, le pont d'Aga, le passage à niveau de Zagazik. Ces projets nationaux ont été exécutés par l'organisme de l'ingénierie des forces armées. Le chef de l'État a souligné qu'ils aideront à éradiquer la hiérarchie et la corruption qui ébranlaient la société égyptienne depuis longtemps. Selon lui, le gouvernement œuvrera éliminer les régions de Bondeville en 2 ans, vu que ces dernières ne sont plus dignes des Égyptiens. Pour sa part, le Premier ministre Cherif Ismaïl a souligné que la réalisation du développement global est l'objectif du gouvernement et des autorités. Il a ajouté que le pays possédait des capacités, des ressources humaines et les atouts de la réussite qui lui permettraient de faire face aux défis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs lancé un appel en faveur d'une plus étroite entre les ministères, notamment ceux de l'agriculture et de l'approvisionnement, à l'origine d'une pénurie de blé provisoire survenue ces derniers jours. M. Al-Sisi a mis l'accent sur la nécessité d'une meilleure coordination l'an prochain pour l'importation de blé, dont l'Égypte est le premier importeur mondial avec plus de 6 millions de tonnes, soit la moitié de ses besoins. Il a précisé que grâce aux premières récoltes des terres récemment bonifiées, cette dépendance devrait être réduite. Merci Chérif pour ce compte-rendu. On se retrouve avec Dr Eva Sainz Diaz, chercheur sur le monde arabe. Je vous pose comme première question quelque chose qui nous ramène au début du siècle passé. En effet, le 16 mai 1916, naissaient les accords Sykes-Picot qui divisaient la région, le Proche-Orient et plus précisément le Croissant fertile en zone d'influence française, britannique et semi-française, semi-britannique, avec la Palestine, ou plutôt Jérusalem, en tant que territoire. Un siècle plus tard, où en est-on de tous ces accords de Sykes-Picot? D'abord, merci de me recevoir dans votre émission. Je pense que malheureusement, cet anniversaire du centenaire de la signature de ces accords tombe à un moment où c'est une des questions principales qui va se poser à la fin du conflit syrien, du conflit dans la région, vu que l'Irak est dans une situation critique aussi. Et la question des frontières, de redessiner la région sera fondamentale, notamment pour la période post-conflit. Quel sera le rôle des pays occidentaux, de l'Europe, des États-Unis, de la Russie? Est-ce qu'ils devraient intervenir? Est-ce que ça sera fait sous mandat de l'ONU? Ou ce seront tout simplement les pays arabes, les dirigeants, les différentes forces, les différents acteurs en l'occurrence, qui vont prendre les décisions? Est-ce qu'on va maintenir les frontières actuelles
grosso modo, en essayant de donner plus d'autonomie à certains groupes politiques ou communautaires, ethniques ou religieux. Oui, communautaires, religieux. On pense notamment au Kurdistan. Le problème du Kurdistan, je fais une petite parenthèse, est qu'il se situe sur 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et ça pose un gros problème que les 4 pays se mettent d'accord, soient d'accord pour la formation d'un État kurde. Donc pour en revenir à la Syrie... Il y a un État fédéral en Turquie avec un Kurdistan autonome. Déjà le Kurdistan irakien est autonome et fédéré. En Syrie, la région de Hasaki, Kamishli et le nord peut-être constitue une zone fédérée aussi. Il faudrait voir aussi quelles seront les demandes des Kurdes eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont vouloir un seul État ou plusieurs États? Parce qu'il faut prendre en considération les divergences que peuvent avoir les différentes populations kurdes ou les différents groupes politiques kurdes. Donc pas forcément. Pour en revenir à la Syrie, va-t-on faire un État alawite ou une zone d'influence alawite, une autre druze, sunnite, chiite, etc., au sein même du pays, ou bien est-ce qu'on va assister à un comme je disais tout à l'heure, composé de différents groupes politiques ou religieux qui voudront former leurs propres États. Ça me fait penser au projet américain qui avait été dévoilé, le Grand Moyen-Orient, The Greater Middle East. Donc voilà, ça c'est, comme je disais tout à l'heure, la question des frontières est fondamentale en ce premier anniversaire centenaire de la signature des accords de Sykes-Picot. Je voudrais peut-être, si j'ai juste 2 secondes, rajouter la question de l'État islamique qui justement a soulevé la problématique de ces frontières et a remis en cause Sykes-Picot en justement s'étendant entre les 2 pays, à savoir la Syrie et l'Irak, effectivement. Et en créant après des wilayats, des provinces dans d'autres pays, au Sinaï, enfin en reconnaissant des wilayats au Sinaï, en Libye, etc. Donc, même si les pays eux-mêmes ne voulaient pas aborder la question, le fait de la création de l'État islamique met la question sur la table de manière assez violente et malheureusement incontournable. Bien, comment évaluez-vous la politique égyptienne et les efforts égyptiens pour l'accueil des réfugiés syriens? Il y en a 4 millions, un petit peu partout, répartis, déplacés à l'intérieur même de la Syrie. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour l'Égypte d'avoir accueilli quelques 150 à 200 000 réfugiés? Je pense que l'Égypte, qui fait face à une situation économique et politique assez compliquée depuis 2011 en tout cas, a fait preuve d'énormément de courage d'accueillir des Syriens, de les intégrer dans la société, de mettre en place des initiatives. Je me souviens que dans ce même studio, j'avais parlé avec un de vos collègues des différentes initiatives qui avaient été mises en place, notamment des salons d'artisanat syrien, etc. Maintenant, la question par rapport à l'Occident, de l'accueil des réfugiés, disons, au sud de la Méditerranée et au nord de la Méditerranée. Dans le sud de la Méditerranée, l'accueil des réfugiés se fait normalement dans d'autres termes que dans les pays européens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément accès au système éducatif, en tout cas pas un système éducatif gratuit. De même pour le système de sécurité sociale. Jusqu'à présent, en Occident, normalement, les réfugiés avaient accès à certains avantages, services sociaux, avaient droit à l'éducation gratuite, à un accueil qui donnait droit
logement jusqu'à une certaine mesure, un logement plus ou moins décent. Les choses sont en train de changer en Europe parce qu'il y a eu un afflux de réfugiés très important dans un temps assez limité. Donc certains pays se voient débordés, d'autres n'ont pas du tout, ou presque pas du tout, été concernés par la situation ou par la crise migratoire. Donc les situations sont très différentes. Mais disons que le tissu social, la situation en Europe est différente des pays du sud de la Méditerranée. Je prends comme exemple, c'est vrai que c'est un exemple assez... Qui sont excusables. Les pays du sud de la Méditerranée sont excusables. Bien sûr qu'ils sont excusables. Eux-mêmes n'ont pas ces services vraiment développés. Bien sûr. La population elle-même n'a pas accès à ces services, à cet État qui s'occupe en tout cas de certains besoins pour la population. Et c'est pour ça que j'ai commencé mes propos en parlant du courage de l'Égypte. Parce que je trouve qu'effectivement, vu la situation, pour l'Égypte, ça représente un gros effort d'accueillir non seulement des Syriens, mais aussi des Yéménites, des Soudanais et des réfugiés d'autres pays d'Afrique noire. Je prends l'exemple de certains camps de réfugiés au Liban, en Jordanie ou en Turquie, où de manière assez récurrente, on entend des histoires d'horreur. Ils sont obligés de travailler, de mauvais traitements, de mauvais accès à des soins basiques. Cela me ramène à la question de essayer de gérer le problème en amont. C'est-à-dire que... En Syrie. Dans la région. Région. La Syrie, il y a certaines régions en Syrie très gravement touchées par le conflit, qui sont quasiment détruites. Et il y a d'autres régions en Syrie, ou comme on le voit en Jordanie, au Liban et en Turquie, qui sont, en tout cas pour l'instant, calmes. Dans un calme plus ou moins précaire, mais calme. Pourquoi ne pas investir plus dans ces régions pour créer une infrastructure, je ne parle plus de camps de réfugiés, mais des infrastructures qui puissent permettre d'accueillir ces camps de personnes, de civils qui fuient le conflit, de les accueillir dans la dignité, dans un avenir, dans la possibilité de construction d'un avenir sur place, avec des infrastructures dignes de ce nom. Vous voulez dire sur place, dans les pays voisins? Oui, ou même en Syrie. La Syrie a plusieurs zones qui ne sont pas touchées. Par exemple, si par exemple le département de Tartus, par exemple, en Syrie n'est pas touché, il est peu évident de voir les habitants de la région alaouite et chrétiens accepter des sunnites qui viendraient d'autres régions qui risqueraient de les surpasser en nombre au bout d'un moment. Oui, bien sûr. D'autant plus que les autres régions, les régions où Daesh se trouve, sont des régions sunnites. Oui, bien sûr, il y a ce problème. Mais restez chez vous, combattez les extrémistes, mais ne venez pas chez nous. Il y a bien sûr ce problème, mais ça revient en fait aux questions de frontières qu'on abordait tout à l'heure et de communautarisme ou de questions communautaires ou religieuses, comme vous voulez. Effectivement, il ne faudrait pas que ces installations, que ces villes, que ces camps se transforment en un nouveau champ de bataille. Mais ce risque se retrouve dans les réfugiés et se retrouve même en Europe. On le voit on l'a même vu au lendemain de la guerre de Yougoslavie, où il y avait dans certains pays, notamment dans certains pays scandinaves, des batailles ou des conflits entre Serbes, Bosniaques, etc. Donc ça, c'est de manière générale une question qui se pose. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous passons justement à une question que je voulais vous poser. Certains affirment que la responsabilité de l'accueil des réfugiés n'incombe qu'aux parties prenantes,
c'est-à-dire les États-Unis, la France, la République fédérale allemande, la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? D'autres pays d'Europe, par exemple, on refuse d'accueillir des réfugiés et le disent franchement. Nous n'avons rien à voir avec le conflit syrien, on n'a pas mis notre nez dans cette affaire, nous n'avons pas de ministre d'Affaires critiquer la situation. Nous n'avons pas eu de gens qui nous ont dit que vraisemblablement, probablement, le régime a utilisé des gaz ou pas des gaz, enfin toujours dans le domaine du vraisemblable, du probable, du possible. Enfin, on ne tape pas sur les gens parce que c'est vraisemblable, probable ou possible. On attend que ce soit vrai. Or, ça a été fait dans certains pays d'Europe quand on a critiqué la Syrie. Bien, ces pays-là peuvent accueillir des réfugiés, mais pourquoi les autres ? Vous soulevez une question, en tout cas en ce qui concerne les pays européens que vous avez mentionnés, sur le fonctionnement de l'Europe. Les pays qui voudraient que ce soit tous les pays de l'Union européenne qui accueillent les réfugiés font valoir les devoirs du fait de faire partie du club de l'Union européenne, disons. Donc, eux présentent la situation comme étant tout un bloc. L'Union européenne accueille les réfugiés. L'Allemagne a ouvert... Mais est-ce que la démocratie n'impose pas quand même, l'Union européenne prétend être démocratique, dans ce cas-là, quand on accueille des gens, on demande quand même à la population, par référendum, si elle veut les accueillir ou pas. Mais seulement que 60 personnes à Bruxelles décident pour 500 millions d'habitants, c'est un peu fort. Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que la chancelière Merkel a pris cette décision, c'est le plus grand pays européen, enfin d'Europe de l'Ouest, sans consulter sa population. Je pense qu'une certaine partie de la population était extrêmement favorable à un certain moment à l'accueil des réfugiés. Nous avons vu des scènes de liesse et d'accueil très chaleureux l'été dernier, il y a presque 12 mois, de réfugiés dans certaines gares allemandes, mais effectivement, elle a pris sa décision plus ou moins toute seule. En tout cas, ça a été une décision politique. Est-ce que c'est... Oui, je vous en prie. Qui a touché d'autres pays en amont, parce que... pour aller en Allemagne, il faut passer par d'autres pays. Justement, pour venir de Turquie, ou disons de Grèce, ou même d'Italie, et arriver en Allemagne, il faut forcément passer par d'autres pays. Donc ça a créé une vague vers d'autres pays qui n'ont pas été consultés, comme vous le dites, à qui on n'a pas demandé leur avis. Maintenant, les États-Unis ont été extrêmement absents de ce dossier. Le Canada a accueilli de manière d'ailleurs dans de très très bonnes conditions. 25 000 personnes. Voilà, j'avais en tête une vingtaine de milliers, effectivement, de Syriens. Les États-Unis se sont exprimés sur la question, mais n'ont pour l'instant accueilli, en tout cas que je sache, aucun réfugiés, ou en tout cas très peu. Bien, mais là, ce n'est pas démocratique, c'est même pour l'accueil, carrément, l'accueil des migrants, qui soient réfugiés syriens ou qui soient réfugiés économiques venant d'autres pays. Est-ce que c'est démocratique de ne pas poser une question si vitale à la population? Finalement, quand on a des taux de natalité différents, entre des gens qui ne font pas d'enfants, qui diminuent, et d'autres qui en font plus beaucoup et qui augmentent dans le pays, il y a un risque de se retrouver au bout d'un moment avec une guerre civile dans une quarantaine d'années, lorsque les jeunes autochtones d'origine commenceront à se retrouver en position quasi minoritaire, ou au moins à 50-50 avec d'autres personnes. Ça risque de causer des problèmes dans l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on ne consulte les États européens quand on veut être démocratique? Alors, pour la simple raison qu'on a été pris de court. Ça semble étonnant, je le reconnais. Le conflit syrien a commencé en 2011. La crise migratoire a atteint son pic en été 2015. À mon avis, la situation était prévisible. Ce qu'on ne peut pas faire, effectivement, c'est organiser des référendums dans près de 30 pays en 2 ou 3 semaines. Mais je pense qu'en 4 ans,
on avait le temps de pouvoir se poser la question, que va-t-il advenir de ces populations qui ne font que croître? Je parle des populations de réfugiés ou de migrants qui ne font que croître dû à l'extension du conflit, à l'apparition on a eu plusieurs étapes, l'apparition de l'État islamique, qui a été un nouvel acteur très violent et qui a donné un nouveau tournant au conflit. Donc on voyait la situation grossir, la situation évoluer, et les pays européens n'ont rien fait, quasiment au niveau pour prévoir l'accueil ou pour prévoir même quelle serait la politique migratoire de l'Union européenne vis-à-vis des migrants, d'ailleurs, non seulement de la Syrie, mais également du Yémen, d'Afrique noire et de certains pays d'Asie. Une question politique là, permettez-moi parce que on n'a pas beaucoup de temps. Comment se fait-il que l'Europe, pourquoi est-ce qu'elle intervient à ce point dans les affaires syriennes, voulant en changer qui, somme toute, il faut l'admettre, que cela plaise ou pas, est un État laïque. La Syrie est un État effectivement laïque. Alors le remplacer par un État confessionnel, est-ce que c'est vraiment dans les cordes européennes qui a refusé d'inscrire le christianisme comme partie de la culture européenne dans sa constitution, ce qui a fait probablement voter pas mal de gens contre la constitution qui était prévue, faute d'avoir ce préambule. Comment est-ce que l'Europe peut expliquer son soutien à des hordes comme Daesh, Nosra, etc., aux populations? Et pourquoi est-ce qu'elles interviennent, ces pays européens interviennent pour démanteler un État qui n'est peut-être pas havre de démocratie, d'accord, mais c'est un pays où les gens vivaient normalement, qui produisaient du pétrole, de l'agriculture, des vêtements, pas mal de choses. Les gens vivaient dans une certaine liberté personnelle. Alors pourquoi cette intervention massive des affaires syriennes? Ça a été le cas suite au printemps ou aux révoltes ou révolutions arabes de 2011 pour plusieurs pays. L'Égypte aussi. L'Égypte, la Libye, la Tunisie. Il y a eu un retournement de la part des gouvernements occidentaux, enfin, quand je dis occidentaux, je veux dire en l'occurrence européens, de certains gouvernements européens vis-à-vis de ces dirigeants arabes, en l'occurrence, quasiment du jour. Donc ce n'est pas propre à la Syrie. On a eu l'impression on a suivi la vague, quoi. Donc c'est vrai qu'on a du mal au niveau politique d'expliquer ce retournement presque immédiat du jour au lendemain vis-à-vis de politiciens, de régimes qu'on soutenait depuis des décennies. Pour soutenir des régimes pas nécessairement plus démocratiques non plus. Effectivement. Parce que quand nous avons eu les frères à la tête de l'État égyptien, on n'a pas remarqué que les pays d'Europe ont vraiment fait pression sur les frères pour qu'ils soient démocratiques, laïques, qu'ils respectent le droit des femmes et les droits de citoyenneté. Là, c'était le silence absolu. Est-ce que, quand démocratie, on veut la vraie démocratie, on ne veut pas une démocratie qui nous ramène au Moyen-Âge? Alors, vous touchez là un point très important. Je pense qu'on est face à un problème d'équilibre entre volonté de démocratie, ou en tout cas volonté affichée de démocratie et stabilité. D'accord, j'ai compris. Avec les frères, ils essaient la stabilité. De manière générale, il n'y a pas qu'avec les frères. En Afghanistan, avec les courants, là je suis obligé de vous interrompre parce qu'on m'a dit que c'était terminé, mais en Afghanistan, la stabilité, c'était pas vraiment avec les talibans, ils se tapaient dessus tous. En Somalie, les Shebab et les frères qui dirigent Mogadiscio se tapent dessus aussi. Un peu partout, il y a cet extrémisme religieux, ils se tapent dessus. Alors on aurait toujours, si on avait eu ça en Égypte, on aurait eu aussi non seulement des conflits entre les religions, mais également à l'intérieur même de la religion, entre les libéraux et les pas libéraux, entre ça et tout ça. Donc ce n'est pas de la stabilité.
Non, mais ça venait après plus d'1 an de chaos, d'instabilité. Il y avait eu des élections qui avaient été perçues en Occident comme étant démocratiques, et pour eux, les jeux étaient plus ou moins faits. Même avec la menace de mettre le Caire à feu et à sang si le président Morsi n'était pas élu président. Là, on n'a pas remarqué la moindre note concernant les polémiques sur les résultats des élections présidentielles égyptiennes de l'époque de M. Morsi. Non. Merci beaucoup, Dr Eva Sainz-Diez. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes donc chercheur sur le monde arabe. Vous arrivez de France, là? De Belgique. De Belgique. Nous passiez le plus agréablement possible votre séjour en Égypte et souhaitons vous revoir bientôt également. Merci. Merci également, mesdames, messieurs. Je vous souhaite un excellent week-end et à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce programme.